Khrouchtchev s'était pas mal démerdé. Mais Brejnev a fait un coup d'État. Et ensuite, Brejnev, lui, sa grande erreur, c'est l'invasion de l'Afghanistan, comme chacun sait. Et ça va vous donner Andropov, etc., puis la fin de l'Union soviétique, en fait. Donc, Poutine risque ça, aujourd'hui. Ce qu'il risque, c'est que les oligarques et l'armée se mettent ensemble en se disant, alors les oligarques et l'armée se mettent ensemble pour le faire sauter, il faut vraiment que le peuple soit pas content non plus. Donc là, les oligarques et l'armée peuvent se dire, on voit bien que le peuple n'est pas content, donc nous on se met ensemble, et là on peut faire gicler Poutine. Et il y a de très fortes chances que le faire gicler, ce soit ou un assassinat ou un emprisonnement, pour ce que vous voulez, haute trahison, n'importe quoi. Et Poutine est conscient de ça. Il est conscient de ça. Parce qu'en fait, la guerre, beaucoup d'analystes l'ont dit, je ne sais pas si c'était Clausewitz ou un autre, mais c'est une bête féroce. La guerre, une fois que vous l'avez sortie de la cage, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez l'y remettre. Tous les chefs de guerre qui ont cru pouvoir contrôler la guerre ont échoué. Aucun chef de... Même Napoléon croyait pouvoir contrôler la guerre, c'est la guerre qui l'a contrôlée, c'est la guerre qui a mis fin à son règne, c'est la guerre qui l'a détruit. Napoléon croyait pouvoir faire la paix à l'Europe, avec sa célèbre expression « j'ai déclaré la paix au monde ». Et puis, Metternich était venu le voir en disant « oui, t'es mignon, mais on sait que t'es en position de faiblesse. Et donc, soit tu nous redonnes des territoires maintenant, soit on va te faire la guerre et tu vas la perdre. » Et c'est ce qui s'est passé. Pareil pour, bien sûr, l'exécutif français pendant la Première Guerre mondiale. Il s'est dit « ah oui, ça sera fini à Noël, on va aller tailler les moustaches du Kaiser, etc. » Bah non, la guerre, c'est un animal sauvage. Une fois que vous l'avez ouverte, vous ne pouvez pas la faire ressortir. Enfin, vous ne pouvez pas la faire rentrer dans sa cage. Et les gens ne comprennent pas ça. Et des gens qualifiés, c'est là que je voulais en venir, des gens qualifiés ne comprennent pas que, quand je dis des gens qualifiés, c'est des généraux, c'est des ministres de la Défense, ne comprennent toujours pas cette règle de base qui est la guerre, c'est un animal sauvage. Une fois que vous l'avez sorti de la cage, vous ne savez pas quand vous allez la faire rentrer. Et même le meilleur analyste, même le meilleur général, même le meilleur ministre ne peut pas vous dire quand la guerre se terminera. C'est facile de commencer une guerre, c'est très très difficile de l'arrêter. D'où le sujet de ce live, encore une fois, comment faire la paix en Ukraine. Mais c'est facile de commencer la guerre, c'est extrêmement difficile de l'arrêter. Parce que c'est facile de détruire, c'est difficile de construire. Construire, ça prend des décennies, des siècles. Détruire, ça prend... Regardez Notre-Dame, la cathédrale de Notre-Dame, la construire, ça a pris 2 siècles. Cramer sa charpente, ça a pris quelques jours. Et c'est comme ça, la destruction est plus rapide que la construction, donc la paix est beaucoup plus difficile à faire que la guerre. Créer une vie humaine, c'est 9 mois pour une maman. La tuer, c'est 1 seconde. Et ça, c'est la base de la guerre, et ça sera comme ça à l'avenir, ça a toujours été comme ça. Donc, la situation, c'est que Poutine s'était fixé des objectifs politiques qu'il ne peut pas atteindre à l'heure actuelle. Parce que soit il vitrifie l'Ukraine, et là c'est une catastrophe, politiquement pour lui, je parle d'une catastrophe humaine évidemment, mais même pour lui, c'est pas dans son intérêt de vitrifier l'Ukraine. Et s'il le fait, il y a de fortes chances que ses généraux ne le suivent pas. Pour plein de raisons. C'est que c'était possible pour les Russes de commettre des crimes de guerre en Afghanistan. C'était possible. Parce qu'il y avait la barrière ethnique, religieuse. C'était facile de déshumaniser les Afghans. Déshumaniser les Ukrainiens, c'est des Slaves qui parlent russe aussi. Et même si, oui, d'accord, il y a des nazis en Ukraine, mais en fait, vous en avez un petit peu aussi côté russe, on pourrait rentrer dans le détail. Alors, c'est quelqu'un qui vous dit, par exemple, j'ai vu dernièrement les médias pas du tout impartiaux là-dessus, vous disent des nazis sont du côté russe parce que le chef du Wagner Group, il a des sympathies nazies, c'est exact. Oui, mais c'est tout. C'est ça la différence, c'est que c'est tout. Alors que côté ukrainien, vous avez le bataillon Azov, vous avez Prami Sector, vous avez... Bon, c'est beaucoup plus organisé. Et puis surtout, vous n'avez pas un stade Stepan Bandera en Russie. Et Stepan Bandera, il faut comprendre un truc, c'est un bourreau des Polonais aussi. C'est-à-dire que les Polonais considèrent que c'est un bourreau à juste titre. Donc quand les Polonais là, accueillent des réfugiés ukrainiens, ce qui est dans leur intérêt géopolitiquement, oui, mais ils l'ont quand même comme ça, d'avoir un stade Stepan Bandera en Ukraine. Parce que comme nous, on l'aurait comme ça, d'avoir un stade, encore une fois, Pétain, Pierre Laval ou Klaus Barbie. Tenez, allez, si les Allemands faisaient un hôpital Klaus Barbie, j'aimerais bien voir comment la France le prendrait, quoi. Mais bon, voilà, juste pour des médias pas très impartiaux, vous ont dit les néo-nazis sont du côté russe parce que le chef du Wagner Group a des sympathies néo-nazis évidentes. D'ailleurs, il a des tatouages pour le prouver.
Mais non, en termes de proportion, c'est clairement, mais alors clairement du côté ukrainien que ça se passe.